Et sur le mot stagflation, parce que Guillaume faisait référence tout à l'heure à d'autres stratégistes qui sont venus sur le plateau depuis quelques jours, et il y en a plein quand on parle de ce mot qui pourtant hante quelques articles, quelques études. Ils nous disent non, mais ça c'est un mot du siècle passé, ça n'existe plus. C'est la même équipe qui a dit qu'il fallait que les taux restent bas à la fin. Non, je pense juste que sur la stagflation c'est possible, mais la grosse différence dans la lecture qu'on fait de l'environnement actuel par rapport aux années 70, c'est que, et on le voit bien depuis 10 ou 15 ans, on a des cycles beaucoup plus courts. Donc on ne va pas rester dans un cycle stable de stagflation pendant 10 ans. Ça, c'est pas du tout le programme. Quand on voit ce qui s'est passé au cours des dernières années, on a beaucoup plus de mini-cycles. On a une économie qui est beaucoup plus en stop and go, beaucoup plus réactive, avec d'un côté les banquiers centraux, même les entreprises, etc. Les chaînes de décision sont beaucoup plus rapides. Et donc, je pense qu'on n'aura pas la situation de stagflation longue comparable à celle des années 70. Après qu'on l'ait sur 2022-2023, ça c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que, au fond, la stagflation des années 70, on disait stagnation parce que c'était un rythme de croissance inférieur à celui des années 60, mais c'était pas non plus abominable. Ça reste les 30 Glorieuses quand même. Voilà, c'est la rupture des 30 Glorieuses, c'est justement le choc pétrolier de fin 73-74 et le deuxième de 79. C'est ça qui marque la fin de cette période-là. Mais les gens vivaient quand même dans les années 70. D'ailleurs, tout le monde adore faire des retours sur ces films Back to the 70s, donc ce n'est pas non plus abominable. Non, ça veut dire qu'on va avoir une période d'hésitation et les banques centrales, elles ont... C'est le paradoxe d'ailleurs. Les Américains, il a le droit d'équilibrer sa pensée entre lutte contre l'inflation et défense de la croissance. Soutien de l'économie. On rappelle que c'est pas du tout dans le contrat de la BCE, c'est dans le contrat implicite. Non, mais est-ce que de manière tacite aujourd'hui, c'est quand même pas un petit peu rentré, parce que la BCE est passée d'un objectif qui était historiquement d'avoir de l'inflation à 2% ou légèrement en dessous de 2%. À 2% maintenant, à travers le cycle. Mais on a eu tellement d'années d'inflation à 1, entre 1 et 1. Ouais, que si on veut moyenner, on peut monter pas mal. Voilà, bon, là on est en train de monter. Le problème c'est qu'en fait, on aurait été à 4, on n'aurait pas ce sujet. À 7, là c'est pas acceptable. Et donc en fait, ça oblige des réactions assez fortes. Et surtout, les marchés ne sont plus du tout habitués ni à l'inflation, ni aux périodes de hausse de taux. Parce qu'on en a eu un petit peu sur la période 2005-2007, mais c'était quand même pas grand-chose. Et il y avait beaucoup de croissance économique en face, de la globalisation qui accélérait, les pays émergents à plein tube. Là, on rentre vraiment dans une situation beaucoup plus délicate qui ressemble plus aux début des années 90. Important, c'est que les banques centrales, non seulement elles ont placé les taux d'intérêt à un niveau très bas, mais elles ont habitué les gouvernements à pouvoir faire fonctionner la planche à billets et leur ouvrir tout crédit. Donc, elle sait bien, et les banquiers centraux sont des gens sages, c'est-à-dire que là, la surenchère politique qu'on a dans beaucoup de pays, et particulièrement en France, en disant on peut augmenter les dépenses publiques à l'infini, ça n'est pas possible. De toute manière, la Banque centrale, qui en théorie est indépendante, qui en réalité est quand même un peu contrôlée par les politiques, mais elle va marquer sa différence. Imaginons un scénario extrême, là tout d'un coup une élection d'un parti extrémiste en France, la Banque centrale ne se laissera pas faire, parce que sinon on effondre complètement la construction européenne de 30 ans. Et du coup, c'est là où on voit la position de Christine Lagarde qui change. Elle se dit, j'étais là sympa, faut quand même que j'ai l'air un peu plus rigoureuse. Allez, on fait tourner le planisphère et vous en avez tous les deux dit un mot dans vos développements sur la santé de l'économie actuelle. À quel point le cas chinois vous préoccupe-t-il, Stanislas ? Parce qu'il est multiple, il est politique, il est sanitaire, il est économique. Oui, alors sur la politique, je ferai peu de commentaires, si ce n'est qu'au mois de novembre, il y a une élection. Ben oui, c'est ça. C'est que si on doit tenir le zéro Covid jusqu'au mois de novembre... En général, ils essayent d'arriver aux élections avec une situation qui soit la meilleure possible, d'un point de vue économique et sur différents plans. Donc ça fait espérer par certains des plans de relance ou des annonces. Je pense que c'est trop tôt aujourd'hui, mais peut-être quelques mois en amont des élections qui commenceraient à produire des effets. Après, sur le sanitaire, ce qu'on voit, c'est que socialement et sociétalement, c'est quand même pas très accepté. Et on sent que ça commence à se passer un peu moins bien. Et surtout d'un point de vue économique, là ça devient très délicat, parce qu'on voit les gens qui dorment dans les usines, etc. Mais à un moment donné, ils commencent eux à manquer de composants, parce que l'usine d'à côté, ils sont pas sur la même organisation, donc vous avez beau vouloir faire travailler vos équipes, si vous n'avez pas les composants, ça s'arrête. On voit le port de Shanghai qui est complètement encombré, etc. Donc toute la ligne, à la fois la production, mais ensuite le transport des matières ou des produits semi-finis qui après vont aux États-Unis ou en Europe, commence à être affecté.
Et là, on arrive au point où ça devient très délicat. Enfin, je parlais de certaines entreprises du secteur industriel qui commencent à envoyer maintenant des choses en avion de retour vers l'Europe parce que sinon ça traîne trop avec les bateaux. Là, on commence à arriver de points de risque importants sur lesquels les entreprises, pour le moment, n'ont pas beaucoup communiqué, pensant que ça allait s'améliorer. Et donc c'est un moment pas très favorable, je crois que Stanislas l'a bien décrit, et je vais rajouter que dans cette campagne électorale, qui est quand même une campagne électorale, Xi Jinping joue gros. Il y a une espèce de tension qui se déroule entre les Shanghaïens de façon générale et Pékin. C'est une position historique, au-delà du sujet du Covid d'aujourd'hui, et voire entre le Premier ministre Li Keqiang et Xi Jinping. Donc le scénario le plus probable, c'est que Xi Jinping arrive à faire une relance d'ici la fin novembre, mais il y a un peu de risque extrême d'agitation politique. En fait, la question, c'est dans quelle mesure le zéro Covid est tenable, et d'un point de vue social, enfin que les gens l'acceptent, et d'un point de vue économique. Alors aujourd'hui, ils en font un énorme argument de nombre de morts par rapport aux États-Unis, et c'est vrai que les chiffres... officiels. D'accord, mais tous les chiffres économiques parlent aussi. Mais les chiffres économiques parlent aussi, et ils ont un vrai sujet d'emploi où il faut créer 20 à 40 millions d'emplois chaque année pour les gens qui arrivent des campagnes vers les villes. Pas autant, heureusement, mais... Oui, il y a quand même, il faut créer de l'emploi chaque année en Chine. Et donc, là, on sent bien qu'à un moment donné, il y a peut-être une marge de manœuvre pour un peu d'assouplissement, mais pour le moment, on ne la voit pas encore, et la situation reste très... Ils ont commencé, nos indicateurs Montpensier montrent qu'il y a quand même là une accélération de la relance monétaire en Chine. Mais évidemment, si votre système productif est bloqué, vous pouvez faire toute la relance monétaire que vous voulez, ça ne suffit pas. Donc on a parlé de problèmes économiques, de problèmes sanitaires, de problèmes politiques. Ça fait quand même beaucoup de chocs un peu exogènes. Est-ce que ça remet en cause une partie de la perspective du chemin de croissance à moyen terme ? Chemin de croissance à moyen terme, c'est trop tôt pour le dire, mais de toute manière, la croissance à moyen terme, elle n'est pas colossale. Donc, on le sait, donc on a eu le Covid, ça a beaucoup baissé, une reprise après, on revient dans la voie normale. Pour qu'il y ait une accélération de la croissance, il faut qu'il y ait des progrès de productivité. Si vous voulez, au fond, on a tous notre iPhone ou le simili iPhone. Il va falloir qu'on invente quelque chose d'autre. Il faut qu'il y ait des accélérations technologiques. Alors, il y a quelque chose qui est très important, c'est le combat pour la transition climatique, où là, on peut retrouver des moyens d'investissement pour créer une réaccélération au niveau mondial. Et c'est la seule façon, d'ailleurs, probablement de retrouver quelque chose. Chemin de croissance à moyen terme menacé ou pas ? Non, je pense que là où il est menacé, c'est plutôt à court terme, mais pas forcément à moyen long terme. Guillaume a cité la transition environnementale et écologique. Évidemment, c'est quelque chose de très important dans le financement, dans l'investissement. Les problèmes, ils sont plutôt là à court terme, avec le changement de régime de taux qui surprend un peu tout le monde. Il faut s'adapter à ça, il faut vivre dans ce nouvel environnement, plus les prix des matières premières qui est beaucoup plus élevé, ce qui, par ailleurs, pousse aussi pour cette transition, en particulier en Europe. C'est-à-dire qu'avant, c'était une question uniquement de climat. Maintenant, c'est une question de climat et d'indépendance politique et géopolitique par rapport au reste du monde. Donc ça, c'est très important. Du coup, il faut s'adapter au court terme qui va encore durer une année et demie dans des conditions assez délicates, peu de visibilité. Et ensuite, retrouver un rythme de croissance plus tendanciel qu'on a pu avoir comme ce qu'on avait pré-Covid. Merci beaucoup à tous les deux. Donc... On n'a pas dit quand même qu'il faut revenir sur le point. La valorisation des actions tient quand même compte. C'est le marché anticipe les choses. Donc là, une partie de la correction est sûrement peut-être une grosse partie de la correction a été faite. Stanislas de Baillencourt, Sycomore AM et Guillaume Dard pour Montpensier Finance. C'était au cœur du face-à-face du jour.